Allons, allons, trinquons au sieur Besselin et à son courage. Oui, trinquons au sieur Besselin. Pont et chaussée, 9e inspection, service extraordinaire, canot du pont de Sète, trait de bravoure d'un garde-canal, numéro 440, Montpellier, le 15 juillet 1808. L'ingénieur en chef du corps impérial des ponts et chaussées du département de l'Hérault. À monsieur le préfet. Monsieur, j'ai l'honneur de vous adresser la copie d'une lettre de monsieur Taillant, garde-vigie, à monsieur Marchand, ingénieur, que ce dernier vient de me transmettre en original, constatant un trait de bravoure du sieur Besselin, garde-canal sur le canot du port de Sète au poste des Aresquiers. Cette action méritant une récompense, je vous prie d'en rendre compte à monsieur le conseiller d'État, directeur général des ponts et chaussées, afin qu'il la réclame auprès du gouvernement. J'ai l'honneur d'être très respectueusement, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, Fontenay. Du poste des Aresquiers, le 11 juillet 1808, Taillant, garde-vigie en poste des Aresquiers à monsieur Marchand, ingénieur de première classe des ponts et chaussées. Monsieur, ayant été témoin de la bonne conduite du sieur Jean Besselin, garde-canal au poste des Aresquiers dans l'affaire qui a eu lieu le 3 courant, je m'empresse de vous en rendre compte, afin que sa bravoure ne reste pas sans récompense. Le 3 juillet, à 3 heures après-midi, un bâtiment français qui était parti d'Agde le matin faisait route à l'est. Arrivé vis-à-vis du poste des Aresquiers, il est poursuivi par un chebec ennemi voguant sous pavillon français et est forcé de s'échouer sur la côte. L'équipage, prenant la résolution d'abandonner le navire, saute dans la chaloupe et gagne la terre. L'ennemi monte aussitôt à bord du navire abandonné et s'apprête à le piller et le brûler. Lorsque le sieur Besselin, seul, armé d'un fusil et d'une provision de cartouches, commence un feu qui harcèle tellement les ennemis qu'il les force à quitter le navire sans avoir même eu le temps de mettre le feu. L'ennemi saute dans la chaloupe, se rembarque dans son chebec et tire soudain sur cet homme intrépide 2 coups de canon à mitraille, dont heureusement notre homme n'est pas atteint. C'est ainsi que le courage d'un homme seul a forcé l'ennemi d'abandonner sa prise et a donné le temps à d'autres secours d'arriver. L'équipage du bâtiment français et le négociant qui était à bord attesteront la vérité du présent rapport. Témoin de cette action généreuse, j'ai cru, monsieur, qu'il était de mon devoir de vous en rendre compte, afin de vous intéresser en faveur de l'homme intrépide qui s'est exposé à un si grand danger, et vous demander pour lui, comme à son chef, des dédommagements pour les munitions qu'il a employées et la récompense qu'il mérite. Je vous salue respectueusement, le garde-vigie du poste des Aresquiers, Taillant. Signé pour copie conforme, Fontenay. Moi, je ne trinque pas. Pas si sûr qu'il soit un héros, votre Besselin. Écoutez plutôt. 7, le 22 juillet 1808. Le maire des villes et port de Sète, à monsieur le préfet du département de l'Hérault, commandant de la Légion d'honneur à Montpellier. Monsieur le préfet, je ne connaissais pas le rapport qui fut fait le 4 de ce mois au bureau sanitaire par le capitaine Lotero, génois, commandant la Pinque Conception. Parti d'Agde le 1er de ce mois, avec un chargement de vin tiné pour le port de Maurice. Il résulte de ce rapport qu'après s'être vu dans la nécessité de faire échouer son bâtiment sur la plage des Aresquiers, pour empêcher qu'il ne fût pris par le chebec ennemi qui lui donnait chasse, il vit, Du bout de la plage sur laquelle il était venu avec la chaloupe, Primo, que l'équipage du corsaire se rendit à 2 différentes fois avec la chaloupe du dit corsaire sur la plage, où il commit les déprédations qu'il jugea à propos de faire, et secondo, que les préposés aux douanes firent sur le dit équipage ennemi un feu soutenu. malgré ce qui est exposé dans ce rapport, dressé sans doute à la hâte par le secrétaire du bureau de la santé,
j'ai cru devoir interroger moi-même sur le fait dont vous me faites l'honneur de m'entretenir dans votre lettre du jour d'hier, le dit capitaine Lotero, qui est ici à faire décharger de son bâtiment échoué et auquel on a donné l'entrée des divers objets ou marchandises qu'on pourra en sauver. Ce capitaine m'a dit que son bâtiment était échoué à 100 brasses de distance, ou à peu près, des bords de la plage, que lorsqu'il l'eut quitté et qu'il fut descendu sur ladite plage, Il vit les gens de la chaloupe ennemie aborder son bâtiment, où ils montèrent 3 ou 4 fois différentes, qu'ils essayèrent de mettre à flot le dit bâtiment, et que pour y réussir et l'alléger, ils crevèrent plusieurs barriques de vin ou d'eau-de-vie qui se trouvaient sur le pont. que, comme le bâtiment ferait lui-même beaucoup d'eau après s'être entr'ouvert, Sans doute par son échouement, les matelots du corsaire essayèrent de faire usage de la pompe, mais que ce fut inutilement. parce que les produits de celle-ci n'étaient pas en raison proportionnelle du volume d'eau qui la remplaçait. N'était pas en raison proportionnelle du volume d'eau qui l'a remplacé? Voilà. Voilà. Ce qui les força à renoncer au dessein d'amener le dit bâtiment qu'ils abandonnèrent par ce motif. Qu'il est vrai que quelques hommes, Qu'il ne connaît pas. au nombre de 5 ou 6, Tirèrent de temps à autre quelques coups de fusil sur l'équipage du corsaire. Tandis qu'il était sur le bâtiment échoué, Mais que ce feu, qui, par les circonstances de l'éloignement du dit bâtiment et de l'abri où il mettait ceux qui l'occupaient, ne pouvait guère être nuisible. ce feu n'empêcha en aucune manière les matelots du corsaire de faire tout ce qu'ils voulurent. Qu'il est certain en même temps que ce ne fut pas un homme seul qui tirailla sur les gens de l'ennemi, et qu'ils étaient au nombre de 5 ou 6 faisant feu de temps en temps. le sieur Besselin peut bien, monsieur le préfet, avoir tiré, ainsi que les préposés aux douanes, quelques coups de fusil sur l'équipage du Chebec. Mais c'est une jactance déplacée de la part des uns et des autres que de souligner qu'ils ont fait fuir l'ennemi. C'est ainsi que s'est exprimé le capitaine Lotero, présent à tout, et qui, jaloux de rendre hommage à la vérité, m'a déclaré lui-même les choses telles qu'elles se sont passées et que j'ai l'honneur de vous transmettre. J'ai l'honneur de vous saluer, Jean-Mathieu Grandjean. Mais après, il a dit que c'était vrai. Oui, il a dit que c'était vrai. Et le 1er août, Grandjean a corrigé son premier rapport. Il résulte du témoignage du sieur Taillant, gardien de sémaphore à la redoute des Aresquiers, et à dénommés Mourant et Moulinier, pêcheurs, qui tous les trois ont vu comment les choses se passèrent, que le capitaine Lotero, sans doute saisi d'effroi de la chasse, qu'il éprouva de la part du corsaire et du feu qu'il fit sur lui, se réfugia ainsi que son équipage dans une métairie assez éloignée des bords de la mer, et ne fut point à portée de voir comment le sieur Besselin, garde du canal, par un feu continu qu'il fit sur les Anglais, dont il parut même qu'il avait tué ou grièvement blessé 2 d'entre eux, les força à abandonner leur piste sur laquelle il leur parut dangereux de séjourner trop de temps. Les témoins ont ajouté que Besselin, qui s'était mis à couvert derrière une dune de sable couverte de joncs, ne discontinua pas de charger son fusil et de tirer sur eux. Que de leur côté, les gens de l'équipage tiraient beaucoup sur lui, et que le voyant un instant renversé par une partie du sable de la dune que le feu des ennemis avait fait tomber sur lui, on le crut mort. Qu'il est de fait que le combat dura pendant assez longtemps, que Besselin le soutint seul avec le plus grand courage, et qu'il ne fut nullement soutenu ni par les préposés aux douanes, ni par tout autre. Alors, il a bien mérité sa récompense. Et vous verrez qu'on en reparlera de Besselin. On en reparlera. 7. Le 19 août 1808. Le maire des villes et ports de Sète à monsieur le préfet du département de l'Hérault, commandant de la Légion d'honneur à Montpellier. Monsieur le préfet, On a eu hier, ici, dans la soirée et pendant la nuit, une alerte très vive, occasionnée par la descente de 150 soldats sur la plage, vis-à-vis de laquelle se trouve la tour dite des Aresquiers. Une grosse frégate ennemie, qu'on avait vue croiser pendant toute la journée, s'étant approchée à une distance d'environ 250 brasses, débarqua au moyen de 6 embarcations, 140 ou 150 hommes, qu'elle crut devoir employer à l'exécution du dessein de détruire la redoute sur laquelle étaient établis les sémaphores. En effet,
Quoique pour parvenir de la mer à cette redoute, il fallut traverser d'abord la plage que la mer baigne, puis un bras de l'étang qui se trouve entre cette plage et les terres de l'intérieur, et puis le canal qui est pratiqué sur le dit étang, ces obstacles n'arrêtèrent point les ennemis. Une fois débarqués à terre, avec les munitions qu'ils avaient apportées, ils s'approchèrent d'abord, après le soleil couché de la tour ou redoute, entrèrent à pied dans l'étang qu'ils traversèrent avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Ils franchirent de même le canal et, étant montés sans doute sur la redoute que venait d'abandonner à leur approche le guetteur, ou préposé au service des sémaphores, après avoir introduit un baril de poudre sous la voûte de la dite tour, ils l'ont fait sauter et l'ont détruite en mettant le feu à ce baril. 2 pêcheurs qui étaient sur la plage au moment où les Anglais y ont débarqué et qui n'étaient éloignés d'eux que d'environ 500 pas, m'ont rapporté les faits que je viens de vous exposer, comme en ayant été les témoins oculaires. Ils m'ont ajouté qu'au moment où les Anglais s'approchèrent de la redoute, auprès de laquelle se trouve la cabane de sieur Besselin, Celui-ci s'avança témérairement avec son fusil et qu'ayant fait feu sur un groupe qui était séparé du reste de la troupe, il dut leur tuer ou leur blesser grièvement un homme parce qu'ils avaient vu des traces de sang. Qu'enfin, le dit Besselin, après avoir été poursuivi par les Anglais, pendant plus d'une demi-heure sur le bord du canal des étangs, leur avait heureusement échappé. Les pêcheurs m'ont dit aussi que les ennemis, en s'approchant de la redoute, avaient fait contre elle un feu très vif et soutenu, pour en écarter ceux qui en étaient les gardiens, et s'en rendre ainsi plus facilement les maîtres. Il n'y avait que 2 hommes dans la redoute, qui n'étaient nullement en mesure de se défendre. Le guetteur crut devoir s'éloigner en emportant les papiers, dont il était dépositaire pour l'instruction de son service. Les principaux événements dont je viens de vous rendre compte, monsieur le préfet, ayant été aperçus d'ici, les 2 gardes d'honneur se mirent sous les armes. Et la garde à cheval, suivie par un détachement de préposés aux douanes, crut même devoir de se rendre sur les lieux. Mais, au moment où ces secours arrivèrent, le mal était déjà fait et les ennemis rembarqués. Ils virent seulement les décombres de la redoute et quelques effets combustibles qu'elle renfermait qui brûlaient encore. les autorités civiles et militaires ont été sur pied pendant la majeure partie de la nuit et n'ont été prendre ce matin quelques repos qu'après avoir eu la certitude que la frégate avait gagné le large après son expulsion. Cependant, le bureau sanitaire, qui a cru devoir prendre quelques mesures de sûreté, a envoyé aujourd'hui 3 personnes de confiance sur les lieux pour s'assurer que les Anglais n'avaient eu aucune communication avec personne et s'ils n'avaient rien répandu sur le rivage qui pût donner lieu à la contagion. D'après des avis reçus, une autre frégate qui s'était arrêtée hier à la hauteur d'Aigues-Mortes détruisit vers les 7 heures du matin, au moyen de ses embarcations, le poste de la Pinède. Et il n'est plus douteux que la correspondance télégraphique qui règne depuis le golfe de Spésia jusqu'au Roussillon, faisant découvrir toutes les manœuvres de l'ennemi et déconcertant ses mesures, son intention ne soit de commencer d'abord par anéantir ses moyens de correspondance, s'ils le peuvent. Je ne dois pas vous dissimuler, monsieur le préfet, que cette ville et ce port seraient hors d'état de se défendre si les ennemis, dans le dessein d'opérer une diversion dans nos armées, comme ils le firent en 1710, ne venaient ici avec une armée navale tant soit peu importante. En 1710 Et oui, 1710. Donc, écrivit le maire de Sète, si une armée navale tant soit peu importante venait ici, monsieur le préfet, Cette entreprise serait d'autant plus funeste dans le moment que la garnison est très faible, qu'outre les désordres qu'il pourrait causer dans le port en y incendiant les bâtiments de mer et les machines qui servent à curer, il pourrait mettre le feu à un très grand nombre de magasins qui sont remplis de vin, d'eau de vie, d'esprit et d'huile dont il y a ici encore de grands entrepôts. Agréez, monsieur le préfet, le renouvellement de l'assurance de ma respectueuse considération. Jean-Mathieu Grandjean. Alors, je vous l'avais bien dit, ce Besselin, c'est un héros. Suivez-moi, mes amis. Allons boire un godet à sa santé. matelot, le vent est bon,
la cambuse pleine de jambon. Avons été si longtemps à sec de toi dans le gros temps. D'où viens-tu, oiseau de mer? J'arrive d'une grande île. Vous annoncez que la terre est proche de quelques milles. Matelot, le vent est bon, la cambuse pleine de jambon. Avons été si longtemps à sec de toile dans le gros temps. Le 21 septembre 1809, le maire des villes et port de Sète, à monsieur le préfet du département de l'Hérault, commandant de la Légion d'honneur à Montpellier. Monsieur le préfet, j'ai vu par la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 19 de ce mois, sous le numéro 4334, la conduite qu'a tenue le 15 de ce même mois un corsaire espagnol envers 3 bateaux de pêche qu'il rencontra dans les parages de ce port et auxquels il enleva le poisson qu'ils avaient pris, ainsi que les hardes des équipages, amenant même l'un des bateaux qui était de construction espagnole, comme aussi 2 Espagnols qui feraient partie de l'équipage du dernier bateau. Vous me chargez, en conséquence de cet événement, de vous donner à l'égard des 2 Espagnols qui ont suivi le corsaire des renseignements sur leur compte et de vous informer s'ils étaient depuis longtemps domiciliés à Sète et si l'un d'eux était propriétaire du bateau capturé. Le patron de ce bateau, qui est catalan et qui refusa de suivre le corsaire, est domicilié depuis de longues années en cette ville, où il est marié avec une fille de Sète. Le bateau qu'il commandait, quoique de construction espagnole, appartient au sieur David, habitant de cette commune et exerçant la profession de marchand de poissons. Ce bateau était équipé de 4 Espagnols. Le patron, qui se nomme Francisco Compress, et les 2 hommes de son équipage qui s'embarquèrent volontairement sur le corsaire se nomment l'un Francisco Présil et l'autre Domingo Agazil, âgés à peu près de 40 années. Ces 2 marins qui prêtèrent à la fin de décembre dernier serment de fidélité à Sa Majesté étaient depuis longtemps établis à Sète, où ils s'occupaient du métier de la pêche. Ils vivaient en concubinage avec 2 veuves qu'ils entretenaient. Le premier d'entre eux, Francisco Présil, a 2 ou 3 enfants naturels qui sont natifs de cette cité. Monsieur le consul d'Espagne, qui m'a donné ces renseignements, m'a ajouté que les dits Francisco Présil et Domingo Agazil, outre leur immoralité, avaient contracté ici beaucoup de dettes, et que d'une part pour se débarrasser des sollicitudes de leur ménage, et, voyant d'autre part que les Espagnols étaient insultés en cette ville, ainsi qu'il a été gravement lui-même en public par l'un des syndics des gens de mer, ces 2 hommes avaient pu, pour ces divers motifs, se déterminer à retourner en Espagne.
j'ai l'honneur de vous saluer respectueusement. Jean-Mathieu Grandjean, maire. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la ville de Sète, département de l'Hérault. Ce aujourd'hui, 19 juin de l'an 1809, 5e du règne de Napoléon, premier empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin. Le conseil municipal de la ville de Sète, extraordinairement assemblé en vertu de l'arrêté de monsieur le préfet de ce département, en date du 15 de ce mois, a réuni, au nombre de membres prescrits par la loi du 25 Vendémiaire en 10, sous la présidence de monsieur Jean-Mathieu Grandjean, maire. Après lecture faite du procès-verbal de la précédente séance, monsieur le maire a dit: L'attaque que tentèrent les Anglais l'année dernière contre le port de cette ville, les incursions qu'ils firent sur la côte à peu près dans le même temps, et les brigandages qu'ils y commirent en certains endroits, uniquement pour le plaisir de faire du mal, le combat, quoique léger, qu'il a fallu soutenir contre eux il n'y a encore que peu de jours, et dont l'un de nos concitoyens a été néanmoins la victime, Les motifs qui peuvent les porter à tenter contre nous encore de nouvelles entreprises, en excitant toute notre sollicitude, doivent nous obliger à agir d'un commun accord et à aviser aux moyens qu'il est possible de prendre pour repousser autant qu'il sera en nous un ennemi dangereux. Ce n'est guère dans l'instant où il est en présence et où il commence à nous assaillir, ce n'est pas dans les moments de confusion et de trouble. Et quand la générale bat peut-être même au milieu de la nuit, qu'on peut asseoir les mesures les plus sages et les plus appropriées aux circonstances pour se défendre. La prudence exige qu'on les prévienne à l'avance et qu'on se soit précautionné contre des surprises perfides. On avait d'abord pensé, messieurs, qu'un des moyens les plus efficaces pour éloigner les péniches ou embarcations ennemies, qui causèrent tant de dégâts l'année dernière et qui, au moyen de fusées incendiaires qu'elles jetèrent ici en grand nombre, et faillirent occasionner de grands maux. Ah oui, on en était. Ah bah oui, on en était. Le 12 septembre, à 3 heures du matin, à 7, le maire l'a écrit au préfet. 2 frégates ennemies, après avoir croisé toute l'après-midi devant notre port, se sont assez approchées du rivage pour faire craindre que les embarcations qu'elles avaient mises en mer osassent tenter le débarquement sur nos plages d'un certain nombre d'hommes. En conséquence, les gardes d'honneur, tant à pied qu'à cheval, des détachements nombreux, la garde nationale et les troupes de garnison se sont rendus au poste qui leur avait été assigné. À minuit et demi, les embarcations s'approchaient de terre et menaçaient d'opérer un débarquement. On a battu la générale et j'ai eu la satisfaction de voir les citoyens en général se présenter pour demander des armes. On en a armé un grand nombre et ils se sont portés particulièrement sur le môle de notre port, dont 3 péniches s'étaient approchées de très très près. 3 boulets sont venus frapper dans l'intérieur de la cité, mais n'ont atteint heureusement personne. Enfin, un canon de 4 qu'on a conduit sur le môle et qui a produit beaucoup plus d'effet que le canon du fort, qui se trouvait trop élevé pour pouvoir nuire aux embarcations, les a déterminés à s'éloigner. Ouais! Oui, oui, on en était. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a encore demandé notre maire au préfet pour nous protéger? Que pour lutter donc contre des embarcations ennemies, on pourrait employer contre elles des chaloupes canonnières et pour cet effet d'en solliciter auprès du gouvernement l'envoi en ce port. Mais notre demande n'a pu être admise. Outre qu'il n'y a point à Toulon de sorte de chaloupes, que leur construction pourrait traîner en longueur et être très coûteuse.
Et qu'à en accorder à 7, on pourrait guère en refuser alors aux autres ports de la côte. Les hommes en assez grand nombre qu'il faudrait employer pour leurs armements causeraient les plus grands torts. Ainsi, il ne semble pas que l'on puisse insister sur la demande de ce genre de secours, quand, dans un autre côté, le gouvernement, occupé des plus grands intérêts, est dans la nécessité de faire des sacrifices énormes. Et quand le grand Napoléon, sans cesse en but aux trahisons et aux perfidies des princes en faveur desquels il a déjà usé plus d'une fois de clémence et de générosité, éprouve la douleur d'être de nouveau forcé de les vaincre et de les détruire, et de voir sans cesse retardé par ses noirceurs, ses intrigues et ses machinations funestes, l'exécution des moyens qu'il a combinés dans sa sagesse et sa puissance pour mettre finalement un frein à la piraterie et à l'orgueil de l'anglais. Et pour rendre ainsi au monde une paix stable, qui forme le vœu le plus ardent de son cœur. Dans cet état de choses, et vu l'intérêt majeur qu'il y a à préserver cette cité des atteintes de l'ennemi, en raison des dépôts précieux et en même temps dangereux qu'elle referme, on avait pour espoir que les habitants de Sète entreprendraient eux-mêmes ce qu'il est difficile au gouvernement de faire, c'est-à-dire le sacrifice des mesures qu'il y aurait à établir pour la défense de la place. sur quoi j'ai estimé, messieurs, qu'il n'était pas hors de propos d'instruire leurs excellences les ministres de la guerre, de l'intérieur et de la marine. Ainsi qu'on en a déjà informé monsieur le général commandant la 2e division militaire, qu'à part le bon esprit et l'énergie des habitants de cette ville, leurs propres moyens sont presque nuls dans ces moments-ci. Premièrement, depuis que la guerre existe, les 3/4 au moins des principales maisons de commerce de cette place se sont transportées à Montpellier, où elles ont leur bureau de correspondance, après n'avoir laissé ici que des gérants de leurs affaires. j'observe en second lieu que les vins, les eaux de vie et les esprits, dont il y a pour plusieurs millions dans les magasins de Sète, ne sont pas la propriété des négociants de cette ville, ni ceux de Montpellier. Mais appartiennent à des maisons de commerce de l'étranger, du nord de la France, et peut-être même à des personnes d'un certain rang de la capitale, intéressées dans les spéculations qu'on a faites de ces liqueurs. Troisièmement, que le commerce de ce port, successivement affaibli par les malheurs du temps, est presque entièrement paralysé aujourd'hui, puisque depuis plusieurs mois, la plupart des magasins sont fermés. Les maisons des citoyens presque sans aucun produit, environ 800 ouvriers, ci-devant employés aux opérations mercantiles, sont sur le pavé, comme aussi ceux des marins, capitaines et autres, qui ne sont pas dans le cas de s'occuper de la pêche. Et quatrièmement, l'empressement qu'ont toujours montré les habitants à payer de leur personne dans les occasions qui exigeaient leur présence, ils acquittent encore la charge qu'on leur a imposée, de la portion de frais qui a été sur eux assignée pour la solde de la cohorte départementale. Et cinquièmement, que cette commune, malgré le nombre considérable de gens de mer et d'ouvriers qu'elle fournit pour le service de la marine, est exempte de reproches quant à son contingent pour la conscription. Et qu'indépendamment enfin des motifs qui portèrent en 1710 les Anglais à venir s'emparer du port de Sète, et qui sont aujourd'hui à peu près les mêmes, Il y a de plus maintenant ceux du butin précieux qu'ils peuvent se procurer en ce port, tandis que la place est peu fortifiée, une fois au pouvoir des Anglais, pourrait, par les avantages de la situation topographique, devenir pour lui un boulevard redoutable. Je dois néanmoins vous ajouter, messieurs, en terminant cet exposé, et pour calmer vos inquiétudes, que monsieur le commandant d'armes m'a donné en présence d'un grand nombre de citoyens l'assurance que toutes les précautions nécessaires étaient prises. Et que toutes les dispositions étaient faites ici pour repousser vigoureusement l'ennemi en cas de nouvelle attaque. Il a seulement observé que la seule chose qu'il y aurait à craindre de l'ennemi serait celle d'un bombardement de sa part. Et qu'il ne voyait alors d'autre moyen de l'empêcher et d'éloigner les bombardes qu'en employant contre elles et en leur opposant des chaloupes canonnières. Tel est, messieurs, le compte que j'ai cru devoir vous rendre de toutes choses et le tableau de la position critique et difficile où nous nous trouvons.
Je vous invite, après avoir médité sur mes observations et sur les divers obstacles auxquels les circonstances donnent lieu, à aviser dans votre sagesse à ce que vous estimez qu'il convient de faire pour garantir cette ville d'un péril peut-être prochain. Le conseil municipal, vu l'arrêté précité de monsieur le préfet de ce département, autorise pour les causes y mentionnées la convocation extraordinaire du dit conseil, après avoir entendu l'exposé de Mondilly sieur le maire et l'approuvant. À délibérer à l'unanimité du suffrage qu'il est à propos que cet exposé, ainsi que la présente délibération, soit mis sous les yeux de Son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince, archichancelier de l'Empire, de leurs excellences les ministres de la guerre, De la marine et de l'intérieur et de messieurs les préfets de l'Hérault et préfets maritimes à Toulon. Qu'en conséquence, Mondilly sieur le maire est invité à en adresser des extraits à ses autorités supérieures. Pour exécution, le maire de la ville de Sète, Jean-Mathieu Grandjean. Eh ben, il n'y a plus qu'à espérer qu'ils nous équipent avant que les Anglais nous refassent le coup de 1710. Le mieux, ça serait que cette guerre s'arrête. Ça a quand même pas duré 100 ans. Peut-être bien qu'un jour les Anglais viendront sur le môle juste pour manger des coquillages et crustacés. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Merci pour eux. Je voulais juste vous dire que cette lecture, j'espère, vous a fait passer un bon moment, découvrir des documents d'archives et des textes que vous ne connaissiez peut-être pas et vous a peut-être donné l'envie d'aller en découvrir d'autres. Cette lecture donc musicale a eu lieu grâce à Raphaël, Isabelle, Fred, le musicien Christophe, Myriam et Fabrice. Je voulais juste préciser que, hormis une jeune retraitée, à vous de trouver, ils sont tous archivistes, bien sûr. Voilà. Et ils ont répété peu de temps. Voilà. Je voulais remercier, bien sûr, à la technique, Julien et le jeune homme et Guy qui étaient là tout à l'heure. Merci encore à eux, qui sont toujours très, très présents et très pointus dans leur travail. Et notre metteur en voix, Brigitte.